Alors, avant de prendre quelques questions, et il y a encore deux autres interventions, avant de prendre quelques questions, est-ce que Fabrice veut nous faire une synthèse de ce qui s'est dit sur le chat? Je ne sais pas si on dit le chat ou chat, mais Sur le chat, oui. le chat. Tout à fait. Il y a 4 points qui ont été soulignés qui font écho aussi avec partiellement avec ce que vient de dire Stéphanie. Alors, Daniel Cabrera souligne que les familles ont été grandes absentes des prises de décision dans les EHPAD, dans les hôpitaux. C'est quelque chose qui a été souligné notamment par Catherine Olivet quand elle parlait de la question politique, du lien avec la politique, mais ici de la question de la démocratie sanitaire ou médico-sociale. Lionel Petitpas dit qu'il travaille auprès des élus locaux pour la création d'hommages. Ça vient d'être évoqué, mais qu'il peut écouter, voire écarter avec cette proposition. Luc Daucher, mais peut-être qu'il prendra la parole, est revenu sur le mot peur, et peut-être qu'on le laissera prendre la parole à ce sujet. Et puis il y a deux prises de points de vue aussi sur la question de la spiritualité et sur l'accès limité aux aumôniers et le fait d'avoir été privé douloureusement de la présence d'un ministre du culte à l'hôpital ou en EHPAD pendant ces situations. Voilà. Merci de cette belle synthèse. On a aussi compris, Joanluc, on dirait que tu es sur la Lune à Lille, puisqu'on a l'impression que tu as un scaphandre avec tes écouteurs comme ça sur les oreilles. Ça te va très très bien. Je vais te donner la parole dans un instant, mais je vais juste noter que l'initiative qu'a évoquée Stéphanie par rapport à des personnes qui disaient effectivement il faut faire tout dans la proximité, rien n'empêche effectivement de faire ce que Stéphanie a fait, c'est-à-dire de voir une autorité religieuse, là, en l'occurrence c'est Saint-Sulpice, et de pouvoir mettre en place effectivement une chapelle, et puis de créer aussi les conditions de l'accompagnement, de l'accueil des familles, parce que c'est pas tout d'avoir un lieu, il faut aussi qu'il s'y passe quelque chose, qu'il s'y partage quelque chose. Alors Luc, tu voulais intervenir, donc médecin est-ce qu'on te présente comme médecin de santé publique? Donc bonjour, je suis Luc Daucher, maître de conférence en santé publique. Alors d'abord, je vais juste apporter une précision sur ce qui vient d'être dit. La mort est un nouvel item du nouveau programme de l'internat. Donc, effectivement, ça n'existe plus, mais ça n'existait pas, mais ça existe. Sinon, j'avais fait une remarque sur la peur, parce qu'il y a le mot peur qui a été utilisé notamment pour la question dans les EHPAD, et c'est vrai que souvent, j'ai l'impression que c'est un mot qui verrouille un petit peu le débat, et c'est un peu, enfin, c'est aussi dans mon, je dirais, aussi dans mon expérience personnelle, et aussi dans ce que j'ai vécu. Par exemple, je vais partir d'une anecdote. Cet été, j'ai pris un autostoppeur et je lui ai demandé de mettre un masque, et il m'a demandé pourquoi vous avez peur. Alors qu'en fait, je n'avais pas du tout peur, c'est qu'il y avait un risque, pas tellement pour moi, d'ailleurs un risque collectif que je ne voulais pas prendre, parce que je me dis, si on ne fait pas attention, ben on sera à 100 000 cas par jour. Et aussi, là aussi récemment, c'était dans une situation où tout le monde avait respecté les gestes barrières, et puis à la fin, on invite à venir sur scène et à une chorale, et les gens disent, bah, ceux qui n'ont pas peur du Covid peuvent venir pour chanter sans masque. Et en fait, voilà, du coup, là, on va, bah, celui qui vient pas, c'est celui qui brave pas la peur. Alors que finalement, le rationnel, c'est, moi, j'y vais pas parce que bah, je considère que c'est un risque, pas tant pour moi d'ailleurs, mais un risque trop élevé par rapport aux bénéfices que j'en ai. Et c'est donc, alors, il y a aussi la politique de la peur, c'est quelque chose qui a été beaucoup dit, notamment par les rassuristes au moment de la deuxième vague, pour discréditer les gens qui voulaient faire la prévention et éviter cette deuxième vague. Donc la peur, c'est souvent un terme qu'on va utiliser et qui va avoir tendance à discréditer celui qui prend des précautions, qu'elles soient rationnelles ou pas. Et donc je pense que c'est un mot qu'il faut peut-être ne pas utiliser avec précaution, parce que la peur, elle peut être légitime, mais elle peut être irrationnelle. Et quand on dit qu'en EHPAD, on prend des mesures parce qu'on a peur, eh ben, on verrouille un peu le débat. Il faut dire quels sont les risques qu'on prend si on laisse un proche venir voir un mourant. Et il peut y avoir des risques objectifs. Et donc, il peut, par exemple, s'il y a une épidémie importante dans l'EHPAD, ça peut être un risque qu'on ne souhaite pas prendre. Alors, si les précautions sont prises, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Donc, je pense que c'est un mot sur lequel il faut faire attention et qui peut verrouiller le débat. Et
Et il faut plutôt parler en termes de bénéfice-risque. Et voilà, dans le cas de l'autostoppeur, porter un masque, clairement, le bénéfice-risque, il était, voilà, ça n'a pas tellement entaché ma relation avec l'autostoppeur de porter un masque. Par contre, ne pas pouvoir embrasser un mourant, là, ça entache fortement la relation. Et donc, je pense qu'il faut être attentif avec ce mot peur. Voilà. Merci Luc. Juste me permettre de te dire, réciproquement par rapport à ce que tu as dit, j'imagine comme tu as la plume facile, tu vas nous écrire quelque chose là-dessus, mais peut-être pour le cercle, hein, de l'autre côté, mais je trouve que c'est un sujet important parce qu'il y a de l'autre côté la peur de familles qui avaient peur de déranger, qui avaient peur de ne pas être, j'allais dire, dans les clous, en étant, j'allais dire, dans la protestation de ce qui leur semblait inacceptable. Et au regard de ça, tu as eu des professionnels qui n'ont pas eu peur de remettre en cause le fondamental de ce qu'est la valeur d'une relation jusqu'au bout. Et je veux dire, c'est-à-dire, tu avais d'un côté la peur, c'est-à-dire, on a toujours peur de l'hôpital, on a peur de la maladie. En plus, on était dans un contexte de peur générale qui était aussi entretenu par les chiffres, c'est-à-dire tout le côté pathogène du discours public. Tu as des gens apeurés de toutes parts qui se sont retrouvés non accueillis, c'est-à-dire refusés de l'hôpital, dans un lieu qui doit être un lieu de réconfort, de sollicitude, qui sont venus avec leur détresse à ne pouvoir la délivrer à personne, avec aussi des familles qui ne pouvaient pas se voir les uns les autres parce qu'il y avait la distanciation. Donc les gens se sont retrouvés seuls, c'est-à-dire dans une solitude abyssale, la difficulté de pouvoir partager, de pouvoir se toucher les uns les autres pour se réconforter. Et ils se sont retrouvés quand même face à des professionnels qui avaient leur propre peur, on le comprend aussi, mais qui n'ont pas eu peur de remettre en cause ce qui était le fondamental même de leur métier, c'est-à-dire de soignants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu peur malgré tout. Encore une fois, on pourra psychologiquement relativiser mon propos, mais qui n'ont pas eu peur, d'une certaine manière, de créer des drames qui vont être insurmontables pour certains. C'est-à-dire il y a des deuils qui vont être irréparables. Et une des peurs supplémentaires, si tu veux, c'est le peur d'être dans une société à laquelle on ne fera plus confiance. C'est pour ça que quand Sarah Piazza a mis en place son collectif vital, on a besoin maintenant de réconcilier les gens, c'est-à-dire de dire, d'abord il y a des personnes, derrière les professionnels, ils ne sont pas uniquement des exécutants de procédures et de protocoles. Et tout à l'heure, à l'espace éthique, on en discutait aussi avec Fabrice Gilles, on a eu avec l'équipe une réflexion parce que je suis allé intervenir dans un colloque vendredi dernier et il y a un haut dignitaire de la santé publique française qui dit « Je suis surpris que les professionnels aient suivi d'une manière excessive les protocoles, les procédures, notamment en ce qui concerne les défunts. En sous-entendant, jamais on leur a demandé d'en faire autant. » Et Fabrice Xil, qui est en ligne ici, qui suit, m'a fait remarquer qu'il y a quelque chose de très, de très dramatique d'accepter que des gens qui ont édicté des règles disent aujourd'hui c'est pas moi qui suis responsable, c'est ceux qui les ont appliquées. Et voilà, toutes ces questions font qu'on est dans un moment quasiment d'implosion. C'est pour ça qu'il est important de mettre de la parole, de mettre de l'intelligence par rapport à ça. Parce que c'était intéressant ce que tu as dit, c'est peur. Mais il faut voir les gens aujourd'hui qui sont meurtris, c'est-à-dire qui sont envahis par une désespérance, une peur de l'autre, une peur de nos institutions, parce qu'ils ont été déçus, là, il ne fallait pas décevoir. Voilà. Et donc, on aura à recomposer quelque chose, tu vois ce que je veux dire. C'est là où aussi ton regard santé publique est intéressant dans nos réflexions. Alors, il y avait, Emmanuel, je te laisse réagir, mais on a aussi une personnalité. Vous avez vu que Damien Leguet est ici présent, donc il va prendre la parole aussi. Alors, avant que Damien Leguet intervienne, philosophe et spécialiste de toutes ces questions, une grande vedette, une grande référence pour chacun d'entre nous, je te donne la parole, Catherine. oui, je voulais revenir sur le témoignage de Stéphanie Bataille sur un aspect qui m'a beaucoup frappé, mais pas du tout étonné. C'est quand elle témoigne qu'elle t'appelle pour te demander de faire jouer tes relations auprès d'un chef de service pour essayer d'ouvrir la porte à une famille qui en est toujours empêchée. Je suis extrêmement frappée. Vous savez, on aurait pu dire c'est les lois de la République bananière. C'est si tu as le bon téléphone, si tu as la bonne relation, si tu as la personne qui pèse quelque chose, alors
Et où sont les citoyens là-dedans? Où est l'équité? Où est la justice? Je suis très frappée par cet aspect-là. Et de même que dans le chat, il y a des personnes qui ont témoigné, qui ont dit, je n'ai pas osé déranger, demander, je n'ai pas osé forcer un peu la porte. Et c'est aussi ce qu'on relève dans le rapport de la défenseur des droits. Euh, c'est les aléas complets de la gestion des visites des familles dans les EHPAD à la tête de la décision d'un directeur courageux, pas courageux, timoré, anxieux ou pas. Et elle dit, et elle rappelle quelque chose qui me paraît essentiel, c'est que dans les atteintes à la liberté, elles ne peuvent être faites que par un médecin. Seul un médecin a le droit de dire, dans l'intérêt de la santé de cette personne-là, il vaut mieux interdire ceci ou retarder cela. Or, on a confié cette mission-là non pas aux médecins, mais aux directeurs, alors qu'ils ne sont en aucune façon habilités à attenter à la liberté. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant et dont il nous faut nous emparer. Tout à fait. Juste, je vais donner la parole, je ne sais pas si Damien Leguet est toujours en ligne, parce que j'aimerais bien qu'il prenne la parole, puisqu'il l'a demandé. Mais je voulais juste, voilà, il arrive, Damien, je le sens. Je vais juste dire, Catherine, quand je suis intervenu ces derniers temps, par exemple à la demande de différentes personnes, je ne suis pas un grand naïf. Alors c'est vrai que certains m'ont répondu très rapidement qu'on se trompait, on se méprenait. Quand on a suivi l'analyse, on s'est rendu compte qu'il y a des mécanismes encore plus profonds, c'est-à-dire derrière les chefs de service, il y a toutes sortes d'autorités administratives qui interviennent. Donc je pense que c'est aussi toute la force, la dynamique de ce qu'on met en œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas hésiter à aller vers le terrain, à saisir les instances et à dire il y a des choses qui sont inacceptables. Et on continuera à le faire. Je donne la parole à Damien et ensuite à Régine. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien là, c'est bon? On te voit, tu t'es pas fait la barbe, c'est quelque chose qu'on pourra te critiquer. Tu es plus un auteur, donc que tu interviens comme ça, mais Voilà. on te voit avec plaisir. Alors, merci, c'est gentil de me donner la parole, Emmanuel. Non, je voulais juste réagir sur ce que disait effectivement Luc Daucher à l'instant. Moi, je suis un peu étonné par ce qu'il a dit. Je crois que ce qu'il faut dénoncer quand même fondamentalement, c'est ce climat anxiogène qui a été cultivé à satiété pendant des mois et des mois et des mois par le conseil scientifique, par des experts, par des médecins. Et je trouve que là, il y a eu quelque chose quand même qui est extrêmement, non seulement préjudiciable, non seulement effrayant par certains aspects, mais en plus complètement irresponsable. Et tout ce qu'on a dit ou tout ce que vous avez dit après, c'est-à-dire par exemple effectivement ce médecin que tu as rencontré, Emmanuel, là, tout récemment, qui dit bah, attendez, vous êtes trop bêtes les gars, on fait des directives et c'est justement c'est pas pour les suivre. Pourquoi est-ce que ça a été suivi à la lettre? Pourquoi ça a été suivi comme cela? Parce que à la fois les directives elles-mêmes supposaient que il y avait effectivement un danger tellement gigantesque qu'il fallait effectivement mettre tout le monde dans un confinement, dans un sac, dans une chambre séparée, et en même temps que tout le monde devait obéir parce que le risque était gigantesque. Donc je crois que sans prendre comme cela, c'est peut-être pas tout ce que dit Luc Daucher, que je ne connais pas plus que ça, mais sans prendre comme ça à des gens qui à un moment donné disent maintenant il y en a marre, maintenant on va reprendre sa liberté, maintenant le contre-coup de cette chape de plomb et d'angoisse avec certains qui tous les soirs nous faisaient l'inventaire des morts, l'inventaire de ceux qui... Je trouve que ça a été un climat pendant des mois qui était absolument délétère, absolument effrayant, et il faudra à un moment donné qu'on fasse un peu le procès de cela. C'est-à-dire que je pense que tout ce qu'on a vu sur les rites, sur ce qu'a dit Marie, sur ce qu'avait dit avant Stéphanie, sur tout ça, je pense que c'est la conséquence de ça. C'est qu'on a tellement insisté là-dessus, on a tellement fait peur à tout le monde, on a tellement angoissé tout le monde que finalement, on s'est dit, ah bah attention, c'est tellement effrayant qu'il faut, un, qu'on réduise les rites, deux, qu'on enterre les gens à la va-vite, trois, qu'on isole les gens, quatre, que tout le monde reste chez soi. Voilà. Je pense que c'est ça qui est fondamentalement à dénoncer avant tout le reste,
parce que sinon, on ne comprend rien de tout ce qui s'est passé et on ne comprend rien des contre-réactions des uns et des autres pour reprendre un peu leur propre liberté et ce qui, quand même, est un acte quand même aussi d'affirmation. Et Emmanuel, je sais que tu as beaucoup insisté là-dessus, sur le côté citoyen de reprendre un peu sa liberté face à un risque qui est certes, qui existe, personne ne dit le contraire. Enfin, il faut aussi relativiser les risques, et à force de ne pas relativiser les risques, on a, excusez-moi d'être un peu trivial, mais on a foutu la ch'touille à tout le monde, on a diffusé ça partout avec les moyens qui sont les nôtres, et tout le monde a été tétanisé par cette peur qu'on a diffusée partout et qui a été extrêmement délétère sur tout. Voilà, merci. Damien, j'espère que tu nous feras l'honneur d'intervenir une prochaine fois sur notre thème, sur les questions que tu connais bien, le deuil. Je pense que ta pensée de philosophe sera importante et j'incite les unes et les autres à lire un des livres qu'avons-nous perdu en perdant la mort au CERF. Pour les gens qui veulent un itinéraire spirituel, il y a aussi ton livre sur la spiritualité qui est sorti, je crois, aussi au CERF il y Exactement. a un an et demi, quelque Non, chose non, comme ça. qui est sorti chez Salvatore et qui Chez s'appelle Salvatore, voilà. 41 exercices d'hygiène spirituelle et qui est effectivement Voilà. uniquement sur la question de la spiritualité. Bon, Merci de le merci recommander. mille fois d'être des nôtres et on se permettra de te demander d'intervenir la prochaine fois. Alors, il N'hésite y a pas. Régine qui veut dire un mot et ensuite il y a deux interventions de conclusion. Régine. Oui, moi je voulais, par rapport à la peur, et notamment pour répondre à Luc, mais on vient de lui répondre, là, il vient de lui être répondu. Je crois que la peur, c'est quand même très différent de la menace ou de l'emprise, et de la violence, c'est pas pareil. Ce sont pas les mêmes étapes. Sortir d'une emprise ou refuser une violence, ce n'est pas pareil qu'avoir peur ou pas peur. Et il ne s'agit pas, là, on n'est pas en train d'évoquer de mettre un masque ou de ne pas mettre un masque. On est en train de parler de comment on fait pour mourir et comment on fait pour vivre. Donc, c'est à un autre niveau. Et je voulais aussi, souvent, on parle de deuil irréparable, deuil terrible pour les proches. Alors, je pense que d'une part, alors je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit sur la peur, tout ce qui a été diffusé de partout, etc. Mais d'une part, certaines personnes ont été touchées de façon très incarnée ou touchées de façon très proche au niveau affectif, et ils ont eu des morts et ils ont eu des deuils. Alors en même temps, nous avons la mission de reconnaître la douleur qu'ils vivent, la douleur qui serait comme irréparable. Mais ce n'est pas irréparable parce qu'on est quand même là aussi pour essayer de le réparer. C'est-à-dire que c'est impardonnable, mais pas forcément irréparable au niveau de la douleur de l'endeuillé. En tout cas, on peut le souhaiter parce que nous sommes là aussi pour tenter de nous aider les uns et les autres. Parce que nous sommes tous concernés en fait. Et de tenter de nous aider les uns et les autres, c'est à la fois ne pas accepter un acte impardonnable pour qu'il ne se répète pas ou pour qu'on fasse en sorte de prévenir qu'il se répète d'une façon insidieuse différemment mais qui pourrait être proche, et en même temps reconnaître la douleur à ce que l'on pourrait appeler des victimes, mais reconnaître la douleur aux endeuillés pleinement, mais travailler ensemble à lever cette douleur. Non pas pour dire c'est rien, ça va passer, mais pour dire nous allons tous ensemble changer quelque chose et faire quelque chose qui va faire que l'étape va pouvoir se vivre différemment. Le vécu et les faits, c'est différent. Donc les faits sont impardonnables. Le vécu, je souhaite à ceux qui souffrent que nous puissions les aider tous ensemble à souffrir différemment, c'est-à-dire à vivre un deuil dans un chemin de deuil habituel. Merci infiniment, c'est un très beau propos. Je dis juste parce qu'on arrive pratiquement au terme, j'ai donné la parole encore à deux intervenants, je dis juste aux unes et aux autres qui sont encore à suivre notre conférence, qu'il y aura une autre le 14, et qu'on va aborder dans les prochaines conférences toutes ces thématiques. On reprendra, vous verrez, d'une manière assez détaillée avec des intervenants qui vont enrichir la palette de nos réflexions, mais également au fur et à mesure, on vous parlait aussi des actions qu'on va mener, des initiatives qu'on va prendre. C'est vraiment un parcours auquel on vous incite à participer. Toutes les intelligences seront les bienvenues. Hein.
j'ai mis un email pour les unes et les autres qui veulent nous contacter. Alors, je ne sais pas si elle est toujours en ligne, mais j'aimerais qu'Annie Rousseau nous parle du collectif EHPAD Famille 42. On retrouve d'ailleurs sur le site Éthique-Union Pandémie des éléments intéressants de témoignages, souvent bouleversants, mais je trouve que l'initiative collectif EHPAD Famille 42 est très représentative d'une démarche forte. Est-ce que Annie est toujours en ligne?